Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement, 16h35 minutes, nous avons en visuel avec nous professeur Miloud Chenoufi, il est chercheur à l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et professeur au Collège des Forces canadiennes. Bon après-midi, professeur Chenoufi. Bonjour à vous. Ça va bien, professeur? Ça va, ça va. Le temps est un peu triste aujourd'hui. À Toronto, il pleut. À Toronto, il pleut? Bon, oui. Alors on va dire c'est bon pour les fleurs quand même. Merci. Professeur, qu'il y ait, c'est une journée historique, oui, c'est bien plus. Il y a 7 humanitaires qui ont été tués à Gaza, mais journée historique parce que pour la première fois depuis cette guerre, on a vu le président israélien qui présente ses excuses pour une bavure comme celle-là. Effectivement, et c'est l'embarras d'une telle action qui peut expliquer ces excuses-là, qui ont été couvertes en fait par la Maison-Blanche, dont un des porte-paroles a dit qu'il n'avait pas de preuves que l'action avait été délibérée. C'était intentionnel. Mais vous savez, intentionnel ou pas, là n'est pas le problème. Vous comprenez? C'est 7 travailleurs, ces 7 malheureux travailleurs qui ont été tués dans un acte clairement barbare, s'ajoutent aux autres, parce que vous avez maintenant un total de 196 travailleurs humanitaires qui ont déjà été tués dans cette guerre-là, sans compter les journalistes, sans compter les médecins, les journalistes étrangers, mais les médecins palestiniens, les enfants. Nous sommes à plus de 32 000 morts. Vous comprenez? Donc, effectivement, ça devient de plus en plus difficile de l'assumer ouvertement. Donc, on ne perd rien à présenter des excuses, mais la réalité du conflit ne change pas, puisque ces excuses-là ne sont pas suivies d'un changement. Et surtout, elle ne vient pas du Premier ministre. Elle ne vient pas des gens qui détiennent réellement le pouvoir en Israël, puisque vous, comme vous le savez, le président en Israël, c'est une position honorifique. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Le fait que ça s'ajoute à des dizaines et des dizaines et des dizaines et maintenant des centaines de travailleurs humanitaires qui sont tués, eh bien, nous ne pouvons pas ne pas inscrire cet acte-là dans une tendance plus globale qui est celle de la suite des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été commis à Gaza depuis quelques mois maintenant. Et maintenant, c'est de voir, parce que l'événement vient à peine d'arriver, c'est de voir comment Washington va réagir. Washington qui est convaincu que la suite de cette guerre, la poursuite de cette guerre ne peut nous amener qu'à des catastrophes supplémentaires par rapport et qui demande une pause, ce que Benjamin Netanyahou refuse. Est-ce que Benjamin Netanyahou peut continuer, parce que là, on n'est pas dans Rafah, là, hein? On est ailleurs. Ça veut dire que si jamais Benjamin Netanyahou va jusqu'au bout, ça risque effectivement de connaître une situation encore beaucoup plus catastrophique que ce qu'on vit là. Je pense que ça peut être un tournant dans cette guerre, non? J'aurais aimé être aussi optimiste que vous. Je ne le suis pas dans la mesure où les messages qui viennent de Washington
sont des messages qui ne sont pas sérieux en matière réellement d'un réel cessez-le-feu à Gaza, puisque, encore une fois, on demande de manière très timide aux Israéliens de respecter le droit humanitaire, de ne pas cibler des civils, etc. On a soutenu une résolution du Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu, mais tout de suite après, on a ajouté que les Américains ne considéraient pas cette résolution comme obligeant les membres permanents de l'appliquer. Vous comprenez? Parce que les résolutions sont de différentes catégories. Alors, beaucoup de gens disent qu'au contraire, aujourd'hui, il est de la responsabilité du Conseil de sécurité de mettre en œuvre cette résolution-là, comme par exemple ce qui était fait en Libye. Vous savez, la guerre que l'OTAN a menée en Libye, c'était la mise en application d'une résolution adoptée par le Conseil de sécurité. Donc, une bonne partie du monde dit que cette résolution-là est similaire à la résolution 1973, mais les Américains disent le contraire. Et alors, ils se contentent donc d'appels très, très timides. Et les appels timides venant de Washington, pour terminer très rapidement, peuvent être royalement ignorés par Netanyahou, qui, lui, continue de penser que ses appuis à Washington, parmi les républicains et parmi les démocrates, empêcheront toujours le président américain Biden de réellement passer à la vitesse supérieure dans l'exercice des pressions et amener Israël à arrêter les hostilités. Évidemment, on n'a jamais vu ça, mais qu'est-ce qui empêcherait Parce que on peut, à la rigueur, comprendre la position timide des Américains, le lien, c'est une partie, Israël est une partie des Américains qui l'ont créé de toutes pièces, cet État-là, en 1948, même si on rencontre des difficultés avec, comme dirait l'autre, c'est un bandit, mais c'est notre bandit à nous, là, d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qui empêche à d'autres pays du Conseil de décider de faire appliquer la résolution? Sans les États-Unis. Très bien. Alors, regardez, les États-Unis sont le seul pays qui peut faire des pressions sérieuses, par exemple en brandissant la menace d'arrêter l'aide militaire, l'aide économique et l'aide diplomatique. En plus du fait que les Américains peuvent intervenir directement. Bien sûr, ils n'interviendront pas militairement ou uniquement pour soutenir Israël. Les autres pays, c'est vrai qu'ils fournissent, par exemple la France, on le sait, a fourni secrètement des munitions à Israël. Mais ça reste, d'une part, très minime pour pouvoir être effectif. D'autre part, la politique interne de la France et de l'Angleterre font en sorte que les soutiens à Israël vont empêcher que ces gouvernements-là agissent. Et puis, un dernier élément qui est très important, ces pays, là je parle essentiellement des pays occidentaux, ils n'agissent pas au Moyen-Orient sans le feu vert des États-Unis. Donc tant que le feu vert ne vient pas des États-Unis, eh bien il n'y aura pas d'action de leur part. Professeur Chenoufis, c'est une forme de complicité d'une certaine manière parce qu'on connaît, je viens de présenter la chose, il n'y aura pas une participation à forcer des États-Unis, donc à forcer Israël à respecter cette résolution-là. Alors maintenant, si on veut effectivement, comme on a pris l'exemple de la Libye, mais ce sont des pays qui se sont portés volontairement à faire respecter la résolution. Aujourd'hui... Rappelez-vous, justement, les entrepreneurs, si vous voulez, dans l'affaire libyenne, c'était principalement la France, le Royaume-Uni et accessoirement la Turquie. Mais ils ne pouvaient absolument rien faire sans les Américains. Militairement, sur le plan opérationnel, il a fallu que les Américains s'engagent pour que la guerre ait lieu. Et donc, pour les pays que je viens de citer, j'ai expliqué pourquoi ça ne va pas se produire. Vous avez parlé de complicité? Absolument. Absolument, c'est de cela qu'il s'agit. Restent deux pays importants dans le Conseil de sécurité, la Russie et la Chine. Ces deux pays-là n'ont pas les leviers
que les autres pays ont sur Israël, d'une part. Qu'est-ce qui reste? L'intervention militaire directe. Eh bien, ni la Chine, ni la Russie ne vont risquer, si vous voulez, un affrontement direct avec les Américains en Israël. Donc, c'est inespéré. C'est quelque chose de... ce n'est pas qu'elle n'est pas probable, une intervention directe de la Russie et de la Chine. Elle est impossible. Mais maintenant, quand on rentre cette dimension électorale dans la balance, et Joe Biden a bien vu ses difficultés, n'est-ce pas, à dégager une possible victoire dans cette élection à venir. Et Joe Biden sait aussi que ce dossier-là constitue vraiment un caillou dans ses chaussures. Est-ce qu'on ne peut pas espérer qu'il y ait un revirement de situation, à défaut de pouvoir arrêter la guerre d'un coup sec, mais espérer donc qu'il va y avoir un cessez-le-feu, ne serait-ce que pour quelque temps, avant de trouver une issue à la guerre? Vous savez, on est au mois d'avril, les élections se déroulent en novembre. Je crois que dans un certain sens, c'est trop tard. C'est-à-dire que l'électorat que Biden a perdu, il lui sera très difficile de le récupérer, même si les Américains parvenaient à obtenir un véritable cessez-le-feu aujourd'hui. C'est trop tard. Il y a eu trop de morts, il y a eu trop de destruction, il y a eu trop d'arrogance dans le massacre génocidaire qui a été appliqué aux Palestiniens. Donc, cette partie de l'électorat, il va être très difficile aux démocrates de la récupérer. D'autant plus que lorsque vous essayez de trouver où se situe Trump dans cette question-là, là, vous allez remarquer qu'il a été très discret sur la question. L'une des rares déclarations qu'il a faites, c'était en fait en parlant à des Israéliens, donc sur une chaîne, si je me trompe, à une chaîne israélienne, où il a dit « Israël a commis une erreur ». Vous comprenez? Et alors, ça veut dire que son attitude à l'égard d'Israël, bien sûr, il va soutenir Israël lui-même en tant que président, mais il est suffisamment intelligent politiquement, il a cet instinct politique qui lui permet donc de se distancer sans pour autant épouser la cause des Palestiniens. Et ça va participer à empêcher les électeurs de Biden de s'engager pour Biden sans pour autant voter pour Trump. Autrement dit, Trump ne leur donne pas de raison de voter contre lui. Il joue la prudence. Les démocrates risquent gros dans les élections. Et maintenant, il y a des acteurs aussi dans la région qui regardent ça, et le Qatar entre autres, l'Égypte. Est-ce que ça continue business as usual, c'est-à-dire on n'intervient pas, on continue à même apporter de l'aide à ces Palestiniens-là, toujours l'aide aérienne, la nourriture qu'on jette par la mer et tout ça, qui cause énormément de désagréments malgré la résolution de l'ONU, malgré la décision de cette Cour internationale de justice. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Et surtout, malgré cette catastrophe de dernière heure là qu'on vient d'annoncer, 7 personnes humanitaires tuées, et ça, c'est imprévisible. Oui, là aussi la réponse est oui. Il ne faut pas s'attendre à un changement dramatique de la position des pays arabes, même ceux qui ont un levier, c'est-à-dire la rupture des relations diplomatiques avec Israël, ne le font pas et ne le feront probablement pas dans l'avenir. L'Égypte, à cause de sa faiblesse économique et son besoin de l'aide américaine, et les autres pour des raisons idéologiques. Je n'ai pas cité l'Iran, mais je viens de voir une dépêche de l'Iran qui dit il va se passer quelque chose. Mais ça, c'est par rapport à autre chose. Ça, c'est par rapport à l'attaque. Parce que, voyez-vous, Israël a aussi attaqué un centre en Syrie où elle a tué 2 responsables iraniens. C'est par rapport à cela que les Iraniens réagissent.
Mais je voudrais revenir sur les acteurs régionaux. Eh bien, ces attaques contre les travailleurs humanitaires, obéissent à une logique de famine orchestrée. D'accord? Alors, on a attaqué les Palestiniens qui allaient chercher l'aide humanitaire. Maintenant, on attaque les humanitaires. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Eh bien, les Émirats arabes unis ont déclaré aujourd'hui qu'ils suspendaient leur livraison d'aide humanitaire. Il y a eu aussi une autre organisation, la deuxième plus importante après l'UNRWA, qui a dit aussi nous allons suspendre notre travail. Et ça va ajouter, si vous voulez, à la famine. Et comme le disait... Mais j'aimerais que vous disiez, ça va ajouter à la pression sur Benjamin Netanyahou, parce que... Non, ça va ajouter à la famine, parce que tant et aussi longtemps, comme je vous ai dit, qu'il n'a pas de pression sérieuse qui vient des États-Unis, pour le moment, la pression qui vient des États-Unis n'est pas sérieuse, il faut bien le dire, eh bien lui, il va continuer dans cette voie-là. Je vais vous donner un exemple. Ce massacre intervient quelques jours seulement après qu'un monsieur qui s'appelle Philippe Lazzarini, qui est donc le directeur de l'Agence des Nations Unies pour les Palestiniens, avait affirmé clairement que la famine à Gaza était une famine orchestrée. Et il appelait, dans la même déclaration, il appelait Israël à changer de politique. Donc, pour lui, c'est clair que c'est une famine qui est orchestrée par Israël, à travers les bombardements, à travers l'empêchement de la livraison de l'aide humanitaire, et aujourd'hui, à travers l'assassinat carrément de travailleurs humanitaires. Eh bien, quelle a été la réponse d'Israël? Eh bien, la réponse d'Israël a été de s'engager encore plus dans la même logique. Et cette logique-là, encore une fois, s'intègre dans ce que l'Afrique du Sud a été le premier État à voir très très tôt, donc la logique génocidaire de ce qui se produit actuellement à Gaza. Sans compter le fait de nationaliser, entre guillemets, 800 hectares de terre, n'est-ce pas? Tout d'un coup, c'est scandaleux, ça n'a pas de bon sens. Professeur Milou de Chenoufi, chercheur à l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et professeur au Collège des Forces canadiennes, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, professeur. Toujours un plaisir, à la prochaine. Merci, à la prochaine.